Au fur et à mesure que les jours avancent, les esprits des Ivoiriens sont désormais fixés sur l'élection majeure en Côte d'Ivoire, l'élection du président de la République prévue selon le dispositif constitutionnel pour octobre 2025. En attendant, le processus électoral précédant l'échéance est enclenché, avec notamment la révision en cours du fichier électoral de Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, l'opposition réclame une profonde réforme du processus électoral en vigueur, qu'ils estiment être une source majeure de conflits, quand d'autres formations militent pour la réinscription de leurs leaders sur la liste électorale et plus d'équilibre politique, au sein de la commission électorale indépendante. Sur la base de tous ces éléments, que pensent ces analystes de tous ces indicateurs? À quoi les Ivoiriens peuvent-ils s'attendre pour cette année électorale? Vous entendrez l'avis de ces invités. Salut à tous, et bienvenue. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y en a qui craignent pour 2025, il y en a qui se disent non, tout va bien se passer. Augustin Couillot, vous êtes de quel camp, vous? Je suis de ceux qui sont sceptiques. Pourquoi? Parce qu'on assiste quand même à un dialogue de sourds entre l'opposition et le parti au pouvoir. Un dialogue de sourds, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la liste électorale. L'opposition réclame un audit de la liste électorale parce que l'opposition estime que cette liste, la liste électorale qu'on a connue jusqu'à présent n'est pas fiable. Et deuxièmement, il y a la question cruciale de l'inscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo. Docteur Ousmane Cherif, vous faites partie des sceptiques ou des optimistes? Non, nous pensons que le paysage politique est en train de se modifier en Côte d'Ivoire. Les élections de 2025 sont en train de ressembler aux élections de 2010 et en même temps aux élections, j'allais dire aux élections de 2010 en un point. En un point, c'est que en 2010, si vous avez bien constaté, on a eu 80% de taux de participation parce que les Ivoiriens avaient certainement voulu un changement. Il y a eu une mobilisation populaire qui a fait que, effectivement, sur ceux qui sont présents sur la liste électorale sont allés voter et on a eu un grand taux de participation. Et c'est pratiquement la même chose qui est en train de se peaufiner en 2025. En 2025, on a deux Côtes d'Ivoire qui se font face. On a une Côte d'Ivoire qui est la Côte d'Ivoire des riches, la Côte d'Ivoire des personnes qui sont privilégiées. Et il y a la Côte d'Ivoire d'un autre côté, la Côte d'Ivoire des personnes qui sont pauvres, des personnes qui sont martyrisées, des personnes qui sont défavorisées. Et lorsque ces deux Côtes d'Ivoire-là se font face, on a une réaction de la population qui peut être de deux types. Soit c'est le découragement. On a rencontré des gens lorsqu'on faisait notre tentative d'avoir beaucoup de personnes sur le recensement de la liste électorale. On a croisé des gens, par exemple, qui vous disent à quoi ça va servir d'aller voter. Donc déjà, la population elle-même, elle a un certain sentiment de non-confiance déjà en l'appareil électoral. Mais il y a beaucoup de personnes que nous avons rencontrées. Vous avez vu aujourd'hui le président Thiam qui était à Yopougon, à l'école Rodin. Il est passé dans plusieurs endroits. Et ça nous montre aussi qu'effectivement, il y a une partie de la population qui est mobilisée. Et de façon, j'allais dire majoritaire, ce sont les personnes qui sont défavorisées. Parce que ce gouvernement, nous le savons tous en Côte d'Ivoire, c'est écrit dans tous les rapports internationaux, que ce gouvernement, après 15 ans, a favorisé les plus riches et a défavorisé encore plus les plus pauvres, comme le dit le rapport de Moody's et tous les autres rapports qui concernent la Côte d'Ivoire. Donc nous pensons qu'effectivement, en 2025, nous aurons une élection où les gens vont se mobiliser pour que ce pouvoir-là ne continue pas. Et nous sommes pratiquement sûrs que le taux de participation qui va avoisiner le taux que nous avons eu en 2010. Donc finalement, vous êtes optimiste d'une certaine façon? Nous sommes optimistes, d'autant plus que notre parti prône la paix, prône la non-violence. Si vous avez bien constaté, le président Thiam, depuis son arrivée, il est très optimiste et tout ce qu'il a touché comme revendication a abouti. Vous avez vu par exemple, lorsqu'il est allé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et lorsqu'il a constaté qu'il y avait effectivement des extraits de naissance qui étaient demandés à certaines personnes, juste après son intervention, il y a eu de la bousculade et effectivement, les choses se sont résolues. Il y a eu un communiqué de la CEI juste après. Et donc, c'est dit que nous sommes optimistes. Nous pensons que tel que le recensement a débuté, c'est vrai que c'est un peu timide par rapport aux 4 millions de personnes que nous attendions, mais nous sommes pratiquement sûrs que ceux qui sont déjà sur la liste électorale et ceux qui vont se mobiliser sont pour le fait qu'il ne faut plus que ce pouvoir continue après 2025. Yacouba Doumbia, vous êtes du côté des optimistes? Oui, je suis très optimiste au regard de l'enclenchement du processus électoral. Le processus électoral est enclenché, les Ivoiriens se mobilisent, plus ou moins timidement, mais je vais réagir rapidement à
à ce que Dr Ousmane Chérif a dit. Lui-même, il se contredit dans son discours. Comment? Ouais, quand il dit qu'il y a la Côte d'Ivoire des riches et la Côte d'Ivoire des pauvres, les indicateurs sont clairs. Hein. Aujourd'hui, on est à 37% de pauvres ici en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est clair. Pas... Et ça fait combien de population? Docteur, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Après, si vous avez des relances à faire, vous pouvez les faire, ne vous inquiétez pas. Allez-y, poursuivez. Ça, ce sont les indicateurs, internationaux, c'est connu de tous. Donc, il n'y a pas une Côte d'Ivoire de pauvres, il n'y a pas une Côte d'Ivoire de riches. Au contraire, la pauvreté a reculé. Ça fait un. Et puis de deux, Dr Ousmane Chérif a dit que quand il se promène, les gens disent que bon, tantôt ils vont se mobiliser, tantôt... Non. Quand vous regardez très bien l'évolution de l'inscription sur la liste électorale, moi j'ai tous les chiffres et j'ai fait une analyse qui est simple. En 2016, au recensement, on a eu autour de 277 000 électeurs enregistrés en 2016. En 2018, on était autour de 907 000 électeurs. En 2020... À la faveur des révisions. À la faveur des révisions. En 2020, on est redescendu à 577 000. Et au moment où je vous parle, après le lancement du recensement électoral, nous sommes autour de 480 000. Donc quand on fait des extrapolations, on pourrait se retrouver autour d'1 million, 1,1 million maximum. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la moyenne est respectée. C'est des chiffres statistiques pour dire que les 4 500 000 qu'on attend, malheureusement, on ne les aura pas. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez des discours alambiqués, donc l'opposition, notamment le PPACI, qui dit que si Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste, il n'y aura pas d'élection, mais qui appelle du bout des lèvres ses militaires à aller se faire enrôler, et ce qui n'est pas dans leur bastion, malheureusement, il n'y a pas de mobilisation. Et puis de l'autre, Thiam, qui a été présenté comme quelqu'un, le Messie, qui part mobiliser au-delà de ce que nous tous, nous pouvons imaginer, malheureusement, 10 jours après, on est autour de 480 000, c'est-à-dire soit le 1/10 de ce qui est là. Ça veut simplement dire que M. Thiam ne mobilise pas. M. Thiam ne mobilise pas. Ça fait un. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, ça se voit. Mais les 480 000 que vous évoquez, si vous voulez dans ce sens, ça veut dire aussi peut-être que les autres candidats ne mobilisent pas. Oui. Pas forcément M. Tidiane Thiam. Oui, tout à fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'argumentaire de M. Dr Chérif, en parlant de grands taux de participation, mais cela aurait pu se sentir. C'est-à-dire que cette volonté de changement qui avait été énoncée en 2010 par la mobilisation des Ivoiriens sur la liste électorale, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est quasiment une sorte de ligne linéaire. Donc, pour vous, le postulat, sinon la comparaison en 2010 et 2025 ne tient pas? Ça ne tient pas, absolument pas. D'accord, très bien. On a noté en tout cas vos propositions et votre développement. Professeur Banga, c'est à vous? Non, moi je fais partie des optimistes, même si j'ai quelques raisons d'être mesuré, mais je ne fais pas partie des optimistes. Parce qu'en réalité, il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire réelle et la Côte d'Ivoire abstraite. La Côte d'Ivoire réelle, c'est celle qui remarque qu'aujourd'hui, comme le président du PDC en Boulan, on peut quitter Abidjan jusqu'à Mandjoukoui sans problème. Parce que la route est bonne, parce que les gens sont tranquilles. La Côte d'Ivoire réelle a remarqué que quand le président Thiam a fait un meeting, il y avait nous 4 bâches. Et la Côte d'Ivoire abstraite qui pense qu'il mobilise. Et la Côte d'Ivoire abstraite qui pense que rien n'est fait dans ce pays. Et c'est en fait ces deux Côtes d'Ivoire qui sont face. Et la Côte d'Ivoire abstraite, elle prend ses rêves pour la réalité. Elle a pris le rêve de 8 millions d'électeurs, elle a repris ce rêve à 4 millions d'électeurs. Mais la Côte d'Ivoire réelle, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a une sociologie différente du Ghana, qui a été comparé par le président du groupe parlementaire PDC, qui ne sait pas qu'au Ghana, il y a 1,5% d'étrangers. Et qu'en Côte d'Ivoire, il y en a 22% officiellement. Donc, il fait des analogies. Je ne sais pas comment ils font dans ce parti-là depuis un certain moment, mais ils font des analogies qui n'ont aucun sens. Voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire réelle et la Côte d'Ivoire abstraite. Donc, dans la Côte d'Ivoire abstraite, ils pensent que rien n'est fait pour la pauvreté. La Côte d'Ivoire réelle s'appuie sur des chiffres. Ces chiffres sont très clairs, tous les indicateurs. On est passé de 53% de pauvreté à 37% de pauvreté. C'est la Côte d'Ivoire réelle. Maintenant, la Côte d'Ivoire abstraite, ils peuvent toujours rêver. Donc, on les laisse rêver. Parce que dans leurs rêves, ils pensent qu'ils allaient avoir 12 millions d'électeurs sur les premières communications. Ensuite, ils sont passés à 8 millions d'électeurs au PDC sur leurs communications. Puis ils sont venus à 4 millions parce qu'ils sont dans l'abstrait. Donc, ils peuvent tout laisser dans l'abstrait, rêvant eux, dansant eux, il n'y a pas de problème. Quand on se réveille de l'abstrait, il y a le réel. Le réel, c'est que je l'ai dit la dernière fois. On ne peut pas avoir 4 millions d'électeurs, de nouveaux inscrits. Pourquoi? De 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a eu 2,5 millions. Pourquoi aujourd'hui on va à 4 millions? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Vous vous levez un matin parce que vous... En fait, le problème, c'est quoi? Je vais expliquer. Ils sont convaincus que la liste électorale actuelle, elle est faite pour le vote. Ce qui n'est pas faux. Parce que toutes les élections que nous avons faites depuis 2010, le RDR, devenu RAGP, les a gagnées. Donc, s'il n'y a pas modification profonde de cette liste électorale, par un nombre massif,
effectivement, ça crée un problème pour l'opposition, ce qui est normal. Mais ils pensaient qu'ils mobilisaient. Et ils se sont rendus compte sur le terrain, le président court de gauche à droite, il fait 10 000 villes en un temps, et ça passe pas. Mais quand toi-même tu cours tous les jours et puis personne ne s'inscrit, il faut comprendre que tu as un problème. Il a couru partout, on peut aller là-bas, il n'y a pas d'inscrits. Parce que c'est la réalité de rattrape. Quand on fait 30 ans, 20 combien d'années sans venir dans un pays, c'est normal qu'un bout de monde, la réalité rattrape. On va pas en faire aussi une attaque en partie. Non, mais c'est eux qui ont commencé à attaquer. Nous, on était venus, moi j'étais venu pour une Oui, bien sûr, bon, allez-y, poursuivez. Il y a des gens qui ont s'il attaqué. vous plaît. Donc, quand on attaque, il faut riposter. Poursuivez. À chaque fois qu'il y aura une attaque, il y aura une riposte. Très bien. Est-ce que vous avez terminé? Vous êtes RHDP? C'est pas ton problème. Ah, merci. Non, s'il vous plaît. Augustin, je vous donne la parole. Docteur Chérif, Docteur Chérif, je vous donne la parole tout à l'heure. C'est ma vie. Professeur Banga, terminé. C'est mon problème. Professeur Banga. On est sur un plateau de Docteur télé. Chérif, Docteur Chérif, Professeur Banga, Mais qui c'est lui qui vous avez terminé? Est-ce que vous avez terminé? C'est passé, c'est terminé, professeur Banga. celui-là. Professeur Banga, est-ce qu'on peut se calmer? Donc, je suis un calme. Terminé, Je veux lui terminé. dire qu'il n'a pas demandé mon parti parce que pas lui qui paie mes impôts. Bon, ça, on a compris. Voilà. C'est une parenthèse qu'on a vite Donc, fermée. c'est très clair. Allez-y, poursuivez. Ensuite, je reviens maintenant sur pourquoi je suis optimiste dans cette réalité. Je suis optimiste parce que les Ivoiriens sont fatigués. Je pense que les Ivoiriens sont fatigués des conflits, des guerres, de tout ça. Et que les Ivoiriens ceux qui veulent voter, vont aller voter. Parce qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité aujourd'hui de s'exprimer, de dire l'Ivoirien, il est d'accord ou pas. Il aura le choix entre valider, je suis d'accord, tout ce que le RHGP a fait jusqu'en 2010 aujourd'hui, ou le rejeter. Le résultat de l'élection sera clair là-dessus. Est-ce que le projet que chaque parti politique va... Je pense que les Ivoiriens vont aller vers ça. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est sur la liste, la question, on entend beaucoup de l'audit. Moi, je l'ai déjà dit, oui, si un audit peut rassurer tout le monde, peut rassurer tous les Ivoiriens. Moi, je n'ai pas de problème avec l'audit, mais je dis qu'actuellement, il y a des instruments d'audit. Et d'ailleurs, le premier instrument d'audit, c'est la loi. Le PDCI, le PPACI ont des groupes parlementaires. Ils n'ont jamais fait de proposition de loi parce que la CEI fonctionne sur une loi. Donc, si on doit modifier la loi, non, il y a une loi il y a un code électoral. Oui, mais c'est une ordonnance. Voilà. Non, c'est un code électoral, c'est une loi. Attendez qu'il termine. Donc, tu peux, même si il y a une ordonnance, rien ne t'empêche de prendre l'initiative de loi quand il y a un groupe parlementaire. Donc, ils ont la bataille parlementaire qu'ils ne font pas, alors qu'ils ont deux groupes parlementaires qui peuvent s'unifier et mettre pression pour qu'on revienne sur une nouvelle loi électorale. Moi, je pense que dans un pays, c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on me donne comme recours. Et justement, je viens au recours. J'entends, il y a 7000 noms d'une même femme, etc., etc. Bon, les gens aiment bien dire, je ne sais pas. Mais il y a la période du contentieux. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller saisir, au nom de l'article 12, au nom du contentieux, tout ce qui est fait pour épurer la liste? C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui cherchent des problèmes plutôt que des solutions. Quand on cherche des solutions, on saisit toutes les opportunités. Il y a des opportunités que donne la loi, déjà par l'article 12, par la période du contentieux. Il y a des opportunités que l'opposition peut initier par le biais de ces groupes parlementaires, y compris pour la loi d'amnistie. Parce que pourquoi Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas sur la liste? Parce qu'il n'y a pas de loi d'amnistie. Qui peut provoquer une loi d'amnistie? C'est les groupes parlementaires de l'opposition, mais ils font de la paresse. Au lieu de se mettre à travailler, à proposer au Parlement, aux Ivoiriens, une loi d'amnistie, ils passent tout le temps à dire des choses là où ils n'ont pas d'influence. Entre le lieu où j'ai de l'influence, ce qui dépend de moi, parce que quand on demande au président de la République, comme Aristide l'a indiqué, de s'immiscer dans un processus judiciaire, moi, pour la paix, ça ne me gêne pas. Mais effectivement, Aristide n'a pas tort sur le principe qu'on est en train de demander à l'exécutif de s'immiscer dans le judiciaire, alors qu'on a le pouvoir législatif d'assumer notre proposition de loi d'amnistie. Donc, il faut que les députés de l'opposition arrêtent de faire de la paresse. Qu'ils prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils proposent une loi d'amnistie qui va aller, si à côté on a un débat politique qui permet de les réintégrer, parce que moi je suis convaincu, ce que je souhaite, c'est que tous les partis politiques soient présentés à cette élection. Mais s'il y a de la paresse, dans ce moment, c'est ça. Voilà. Encore, très bien. Augustin Couillot. Bon, Aristide a parlé de ma carrière qui a consisté à faire le combat pour l'état des droits que j'aurais mené depuis 90. C'est vrai que je suis dans la presse depuis 91, donc ça fait quand même 34 ans. Et ma lutte, en tout cas à titre personnel, a toujours été l'état des droits. Et je pense qu'il prend mal les choses parce que ce n'est pas la première fois qu'un président prenne une décision pour autoriser un candidat ou bien des candidatures. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Et
le président, il le fait des droits. Et ce qu'il fait, c'est le droit, c'est l'état des droits. C'est-à-dire que même en matière de loi, le président a une concurrence avec l'Assemblée nationale. Il peut initier. Alors, je voudrais dire à Arthur que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ne permet même pas à l'opposition, parce que l'opposition est ultra minoritaire à l'Assemblée nationale. Pas majoritaire. S'il vous S'il te plaît. Même tu fais une proposition, même pour que ça passe au bureau, soit le texte soit inscrit au rôle déjà, ça ne va même pas en commission. C'est déjà rejeté au niveau du bureau de l'Assemblée. Parce qu'il y a des Assalé Timoko a déjà fait des propositions de loi qui n'ont même pas été débattues en commission. On ne peut pas passer son temps à faire des choses qu'on sait très bien que ça ne peut pas avancer. Ici, le président de la République a la possibilité d'initier quelque chose que son parti, qui est majoritaire à l'Assemblée, va adopter. Maintenant, vous voyez le problème de Thiam peut aller d'ici, mais depuis Oufoué, on pouvait aller jusqu'à Mans sans problème. Parce que la Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Mans, c'était bitumé. Ça a toujours été bitumé. Ah non. Hein. Ah si. S'il vous plaît. S'il te plaît. Ça a toujours été bitumé. Moi, j'ai fait Oufoué Vivé, on a fait juste d'Abidjan à Mans, c'était bitumé. Ce n'est pas nouveau. C'est vrai que les infrastructures, ça se dégrade. Quand on a connu 10 ans de guerre, ça se dégrade. Et ça, c'est normal. Mais même quand il y a la paix, les infrastructures se dégradent parce qu'il y a un entretien régulier à faire. S'il n'y a pas l'entretien, si l'entretien n'est pas régulier, donc ça peut pas être... C'est vrai que il y a le RHDP se prévaut des réalisations. Ça fait 15 ans qu'on est là. Mais vous savez que les gens ne vivent pas que de réalisations, d'infrastructures. Les gens ne vivent pas que d'infrastructures. C'est bien de faire de bonnes routes. C'est bien. Mais aujourd'hui, on est sur une question essentielle, à savoir la liste électorale qui n'inspire pas confiance à une bonne partie des représentants des partis politiques. Est-ce que ça pose un problème d'autoriser l'audit confié à un cabinet, disons, indépendant? Est-ce que ça pose un problème? Si ça pose un problème, à qui ça pose problème qu'on audite la liste? Est-ce que vous êtes optimiste alors que vous savez très bien que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas sur la liste électorale et que si la réaction de leurs partisans est violente par rapport à leurs revendications, ça entraîne une période d'incertitude. Que dites-vous du développement du professeur Banga et de bien d'autres avis qui estiment que le recours, le contentieux, après l'opération de révision de la liste électorale, c'est une forme d'audit aussi? Non, ce n'est même pas une forme d'audit. Ça n'a jamais été un audit. Pourquoi? Le recours, c'est normal. Parce que si vous constatez des irrégularités sur le fichier électoral, dans cette période, vous avez le droit d'approcher la CEI et demander que les choses soient réparées. Oui, mais c'est pas... Moi, je pense que c'est pas ça le problème. La CEI ne peut pas retirer... Non, mais tu n'as pas à rire, Arthur. Tu n'as pas à rire. Professeur Banga, s'il vous plaît. Parce qu'on est dans un débat sérieux. Oui, bien sûr. Allez-y, poursuivez. Voilà, donc j'ai dit, nous, on a déjà... le contentieux ne règle pas le problème. L'audit, les gens revendiquent un audit. Parce que le contentieux, ils savent très bien que le contentieux ne règle pas le problème. Les gens ne sont pas paresseux. Les gens travaillent. Ils analysent les listes. Parce que quand on parle on vise 4 millions d'électeurs, ce n'est pas les partis d'opposition qui disent qu'on vise 4 millions de nouveaux électeurs. C'est les statistiques même, les prévisions même des structures qui sont chargées de l'élection. C'est leurs propres prévisions. Non. Donc, on ne peut pas dire non, que tel parti va inscrire 4 millions d'électeurs. Non, c'est les prévisions des structures. Très bien. Et si on n'arrive pas à les atteindre, c'est qu'il y a un problème. Ou bien les prévisions sont fausses, ou bien les gens qui lancent l'opération, parce qu'ils ont les moyens de faire la campagne qu'il faut, aller vers les jeunes. Les jeunes sont où? Ce n'est pas quand le président de la CEI s'assoit sur un plateau de télévision pour parler. Les jeunes, est-ce qu'ils suivent ce que le président de la CEI dit? Ils savent où trouver les jeunes. Ils sont, par exemple, sur des forums
Ou bien même, le docteur a parlé de l'université. Les jeunes sont là-bas. Soit utilisés, parce qu'aujourd'hui, on autorise, enfin, on peut même autoriser les gens à aller parler à l'université aux étudiants. Donc je dis, s'il y a un problème, si les gens ne s'entendent pas, parce qu'il y a des gens qui réclament l'audit, et il y en a qui disent que l'audit n'est pas nécessaire, il y en a qui réclament leur inscription, et que d'autres disent que ça ne veut rien dire, qu'il faut plutôt, c'est l'état de droit, c'est une affaire de justice, mais on court vers des affrontements. D'accord. Et si quelqu'un ne reconnaît pas qu'on court vers des affrontements, c'est qu'il nie l'évidence. D'accord, très bien. Alors, monsieur Godet Jean-Marc, vous nous appelez de Beaunois. Est-ce que vous êtes là, monsieur Godet? Oui, je suis bien là. Je vous en prie. Bonsoir et bienvenue. Pour vous, la loi d'amnistie doit être à l'initiative de l'exécutif parce que dans le cas de Madame Gbagbo, la loi d'amnistie n'a pas été proposée devant le Parlement. C'est bien ça votre propos? Voilà. En fait, je voulais savoir, est-ce que Mme Gbagbo a été amnistiée par une loi venant de l'Assemblée nationale? C'est la question que je pose. D'accord, très bien. Oui, professeur Banga, allez-y, répondez. Non, je veux dire que la loi vienne du président ou de l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui vote la loi. Voilà. Je dis que le président peut proposer une loi. L'Assemblée nationale peut aussi proposer une loi par le biais des groupes parlementaires. Le président, on dit saisissons le président, mais toi-même qui dis saisissons le président, c'est un groupe parlementaire. On me dit que ce groupe parlementaire, il n'y a pas de groupe parlementaire au PDC. Non, j'ai eu la question que le monsieur a posée. Mais c'est moi qui réponds. Bon, attendez, non, s'il vous plaît, monsieur, on va se calmer. Oui, il n'y a pas de problème, on va tous se calmer. Demande-lui de ne plus m'interrompre. Oui, bien sûr. Personne ne va interrompre personne, monsieur. Professeur Banga. Répondez-lui ou je Non, réponds. professeur Banga, vous aviez la parole. Vous terminez, s'il vous plaît. Donc je réponds à qui je veux, comme je veux. Vous n'avez pas me dicter mes réponses. Professeur Banga, mais on a fini, on a refermé cette parenthèse, s'il vous plaît. On est d'accord? On est... Ok. Professeur Banga, terminé. Ok, donc je dis, ce que je dis au monsieur, c'est que peu importe qui, mais l'opposition a un pouvoir de proposition de loi à travers deux groupes parlementaires. Elle ne l'a jamais fait. Mais comment on peut lui poser la question? Pourquoi vous ne posez pas ce problème-là? Alors là où vous avez le moyen de le poser, on m'a dit qu'ils n'ont Salia a fait une proposition de loi, ça ne pas passer, donc eux ils ne font pas. Mais qu'ils fassent pour eux, puis on voit que ça passe pas. D'accord, très Comme bien. ça, en Côte d'Ivoire, savoir que l'opposition, là, elle a proposé une loi d'amnistie, et puis c'est pas passé. Mais faire la paresse et accuser le président, je trouve que c'est pas logique. On vous a bien compris, Aristide? Oui, au regard du raisonnement d'Arthur, on se pose bien la question, est-ce que justement le président Gbagbo et les autres ont véritablement envie de revenir sur la liste? Alors, vous avez dit quelque chose, cher aîné, qu'on ne vit pas que d'infrastructures. Alors, je vous pose aussi la question, est-ce que le fait de réintégrer ceux que vous citez dans la liste électorale rend les Ivoiriens heureux? Parce que quand on vient en politique, quand on s'inscrit en politique, quand on est un leader politique, c'est qu'on se bat pour proposer un projet de gouvernement, un programme de gouvernement pour rendre les populations heureuses. Alors, est-ce que le fait de ne pas vivre seulement d'infrastructures, et si on réintègre alors ces noms-là sur la liste, est-ce que les gens sont heureux? Pour revenir à ce que disait docteur Osman, il y a une Côte d'Ivoire des riches, une Côte d'Ivoire des pauvres. Je vais vous faire un effet boomerang de votre propre propos en vous disant, lorsque le président Thiam décide de rentrer, mais celui qui était en pole position au PDCI, c'était Gikawe. Mais pourquoi est-ce que... Oui, c'était Gikawe qui était candidat, lui-même il avait voulu être candidat pour prendre la présidence du PDCI. Ou bien c'est faux? Non, c'est pas du tout vrai. Où voulez-vous en venir? Je veux dire, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix sur Thiam, qui n'était même pas ici avec vous, que de laisser l'autre? Mais j'ai lu sur les réseaux sociaux que non, on veut quelqu'un qui a les moyens. Donc, vous ne pouvez pas jeter l'opprobre sur ceux qui ont les moyens. Donc, il n'y a pas une Côte d'Ivoire des riches, une Côte d'Ivoire des pauvres. Je crois qu'Actu est revenu là longuement. Et je crois que Dr Eddy Guipier a dit quelque chose de très vrai. Il y a un désamour pour la politique. Pourquoi? Je le dis souvent sur ce plateau, parce qu'il n'y a pas la formation des masses. Parce que vous, Dr Osman, ce que vous faites, c'est que vous inoculez subrepticement dans la société quelque chose qui va diviser. Et pourquoi vous voulez cette division? Parce que vous faites de la démocratie illibérale. Les démocrates illibéraux sont ceux qui sont contents lorsque ça les arrange, cette démocratie-là. Ils sont contents de ce processus démocratique, de cet univers démocratique quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ils trouvent tous les moyens de créer la division justement pour empêcher que ceux qui réussissent en politique, ceux qui réussissent ne soient pas capables de faire le bilan de ce qu'ils ont fait de bien. Donc ce n'est pas bien. Il n'y a pas une Côte d'Ivoire des riches, il n'y a pas une Côte d'Ivoire des pauvres. Il y a une Côte d'Ivoire qu'on construit quand on tend vers une nation, pour être une nation solidaire. C'est pour ça que le président Ouattara parle d'une Côte d'Ivoire solidaire.
Allez. Docteur Ousmane Cherif, allez-y. Alors, je voudrais qu'on élève un peu le niveau du débat, parce que les réactions qui m'ont précédé, en tout cas, tendent à me faire penser que le niveau du débat veut être forcément ramené vers le bas. Je parle de pauvreté, de pauvres qui sont devenus plus pauvres et de riches qui sont devenus plus riches, faisant en sorte que la Côte d'Ivoire des riches et la Côte d'Ivoire des pauvres se fait face à face. Et on me parle de taux de pauvreté. Quand quelqu'un me parle de taux de pauvreté, je me rends compte que c'est quelqu'un certainement qui n'a pas de connaissances en sciences politiques, mais je vais quand même lui donner quelques notions. Les couches sociales sont divisées en 5. Il y a les très riches, il y a les riches, il y a la grande classe moyenne, il y a les pauvres et il y a les très pauvres. On peut basculer de pauvre à très pauvre sans que ça ne touche le taux de pauvreté. Simplement parce que le taux de pauvreté, c'est un seuil. C'est un seuil de pauvreté. Quand je place le seuil, c'est un exemple que je prends, si le seuil de pauvreté est placé à 745 francs en Côte d'Ivoire et que quelqu'un qui avait 745 francs, qui avait 645 francs, aujourd'hui à 245 francs, ça ne va pas jouer sur le taux de pauvreté parce que le taux de pauvreté, c'est le calcul entre ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté et ceux qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Donc, parler de taux de pauvreté, quand on parle les Ivoiriens deviennent plus pauvres, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ne répond pas intellectuellement à la question que je pose. Je rappelle que voilà ce rapport de Moody's. Le rapport de Moody's, ce n'est pas Dr Cherif qui l'a écrit. Le rapport de Moody's dit ceci à la page 2. Il a écrit en anglais, je le traduis en français. Les inégalités sont de plus en plus croissantes en Côte d'Ivoire et cela pourrait menacer la stabilité politique à l'avenir, quel que soit le type de croissance économique que nous avons. C'est à la page 2 du rapport de Moody's que je tiens en main. Les riches sont en train de devenir plus riches et les pauvres sont en train de devenir plus riches. C'est pas ce que ça veut dire. S'il vous plaît, monsieur. Et vous avez été très condescendant tout à l'heure. C'est pas ce que ça veut dire. Aristide Nkenda. Très condescendant. C'est pas ce que ça veut dire. Monsieur Banga, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, c'est le docteur Cherif qui a la parole, il faut le laisser terminer son propos. Si vous devez réagir, vous le faites. Aristide Nkenda, bien sûr, ça fait deux Côtes d'Ivoire parce qu'on donne des privilèges à certains riches et on ne donne pas certains privilèges à certains pauvres. Je vais donner un deuxième argument ici pour élever le niveau du débat. Voici encore un document qui s'appelle les exonérations fiscales en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que les exonérations fiscales? Quand l'État de Côte d'Ivoire dit « voici une grande entreprise, je ne veux pas prendre ses impôts ». C'est-à-dire que voici une entreprise, elle peut être grande comme elle peut être petite, mais l'État de Côte d'Ivoire décide soit de faire une exonération partielle, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas une partie des impôts, soit elle fait une exonération totale, c'est-à-dire qu'elle refuse complètement de prendre les impôts Et voici la liste des entreprises à laquelle la Côte d'Ivoire a attribué les exonérations fiscales. Pour ne pas faire de compte publicité, mais il y a des entreprises, la majorité, c'est le communiqué lui-même qui le dit, ce sont des industries et ce sont des BTP. Ce sont des grosses entreprises à laquelle la Côte d'Ivoire dit « je ne prends pas vos impôts, mais je prends une partie des impôts ». En général, quand il y a des exonérations, il faut donner toutes les informations. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, l'ambassade du Liban a des exonérations fiscales. Ce que je voulais dire, pour que tout le monde comprenne, c'est que souvent, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, on va se calmer et on va s'écouter pour se comprendre. Est-ce que quand il y a des exonérations, ce n'est pas parce que certaines entreprises respectent certaines conditions? Il y a plusieurs conditions qui font qu'on peut accorder une exonération fiscale. Par exemple, une entreprise qui est d'utilité publique, l'État peut considérer que parce qu'elle est d'utilité publique, on peut leur accorder une exonération fiscale. Mais je dis que pendant que les petites entreprises, pendant que les petits entrepreneurs sont en train de souffrir sur le poids des impôts, on accorde des exonérations fiscales à des entreprises qui sont multimilliardaires. Et ça, je dis que ça fait en sorte que les riches ont une certaine, ils sont privilégiés et la Côte d'Ivoire des pauvres, les gens souffrent. Pendant qu'on casse les maisons des gens, allez, laissez-moi terminer. Non, la question que je vais vous poser, est-ce qu'il y a une contrepartie? Moi, c'est juste pour comprendre. Non, il n'y a pas de contrepartie. Est-ce qu'il y a une contrepartie? Je dis simplement que ces entreprises accordent à l'État ivoirien pour bénéficier de ces exonérations. Non, il n'y a pas de contrepartie qu'elles accordent. Je dis simplement que le type d'entreprise qui est choisi, ce n'est pas les pauvres. Peu importe les critères, peu importe les critères. Voici la liste des entreprises. Je vais vous citer par exemple CFAO Technologies. Je vais vous citer par exemple Bernabé Côte d'Ivoire. Je vais vous citer par exemple Fondation Children of Africa. Je ne vais pas faire de publicité, mais je termine en disant que la Côte d'Ivoire actuelle, moi je viens aujourd'hui d'Adjamé, je viens de Liberté où ils sont en train de casser certaines maisons. La Côte d'Ivoire actuelle, c'est la Côte d'Ivoire de ceux qui, à un moment donné, ont des récriminations contre le pouvoir, mais qui n'ont pas la possibilité de l'exprimer. Et parmi ces gens-là, nombreux sont des gens qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Les pauvres de Côte d'Ivoire, en majorité, vous diront que les 15 années d'Alassane Ouattara ne leur a pas servi, et au fur et à mesure et c'est écrit dans les livres de sciences politiques, je ne sais même pas pourquoi on fait un débat dessus, parce que le président Alassane Ouattara et son gouvernement est un gouvernement libéral. Et les gouvernements libéraux,
c'est clair que tous les gouvernements libéraux accroissent les inégalités sociales. Une brebis ne peut pas accoucher un chien berger allemand. De la même façon que le libéralisme ne peut pas accoucher des mesures sociales efficaces. Je vais terminer sur la CEI. Allez-y. Juste sur la CEI. J'entends aujourd'hui, c'est la toute première fois que je débat avec quelqu'un qui soit du RHDP ou proche du RHDP, qui dit qu'il est d'accord avec l'audit de la liste électorale. Je n'avais jamais entendu. À chaque fois que nous faisons un débat, quand il y a un représentant du PPACI, quand il y a un représentant du PDCI, quand il y a un représentant du RHDP, tous les autres représentants de l'opposition sont d'accord pour un audit et il y a une seule personne très souvent ou il y a un seul groupe qui n'est pas d'accord pour l'audit, c'est les représentants du RHDP. Quand vous avez quelqu'un qui est suspect, et que vous voulez fouiller dans sa poche, et que quelqu'un d'autre vous dit « je ne veux pas qu'on fouille dans sa poche », c'est vous-même qui attirez la suspicion sur vous. Et je dis clairement que la CEI, nous n'avons pas dit que la CEI est une institution qui crée de la tricherie. Ce n'est pas ce que nous disons, pardon. La CEI aujourd'hui est une institution qui n'a pas la confiance de tous les partis politiques. Le fait de ne pas avoir la confiance de tous les partis politiques, nous demandons à quelqu'un qui est externe. L'audit international, c'est quelqu'un qui est externe. Quand vous me demandez la différence entre l'audit et le contentieux, mais c'est clair. Le fait que le contentieux, c'est à la CEI elle-même qui fait le contentieux. On n'a pas confiance en quelqu'un, vous voulez que cette personne-là fasse le contentieux. On souhaite que ce soit quelqu'un qui vienne d'ailleurs, un audit qui soit indépendant, une personne qui vient. Est-ce qu'on a besoin de faire PhD pour savoir que l'audit est différent du contentieux? Moi, je ne sais pas. Au stade actuel de la situation politique, une question reste donc posée. La Côte d'Ivoire saura-t-elle surmonter ces défis pour offrir à ses citoyens une élection présidentielle crédible et pacifique en 2025? Nous continuerons à suivre de près cette actualité cruciale pour l'avenir politique du pays. Merci de votre attention, et restez avec nous pour d'autres informations.